Écoutez, merci beaucoup pour ce petit séminaire qu'on a souhaité organiser donc, entre le CODAC Centre-Val de Loire, donc l'association des DAC du Centre-Val de Loire, et puis le GRAD, hein, le groupement régional e-santé Centre-Val de Loire. L'idée étant de vous présenter à la fois un retour d'expérience de santé escale sur les notions dont on vient de voir, donc en l'état, hein, sur l'état de sphère, qui passe par la création de dossiers patients via la consultation du portail des droits des assurances maladie obligatoires, ce qui nous permet voilà, en tous les cas de nous garantir qu'un certain nombre de traits stricts sont retenus. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans l'opérationnel pour l'ensemble des collègues, c'est-à-dire comment on arrive à mettre en œuvre ce système-là au sein de notre structure. Alors, c'est applicable au DAC, mais pas que. Hein. Beaucoup de structures sont habilitées à procéder de la même façon. Et on aura également, bien sûr, une mise en pratique avec une démonstration de la part de nos collègues. Donc, pour ce qui est du DAC Santé Escale Loire-et-Cher, on a pris comme principe qualité sur l'ensemble de nos dossiers patients, quelle que soit l'action qui va être réalisée ensuite. Hein, c'est-à-dire que peu importe, n'hésitez pas à parler directement, parce que je ne vois plus vos mains levées. Donc, si jamais il y a des questions, prenez la parole directement. Quel que soit finalement le traitement qui va suivre derrière, dès lors qu'une demande est formulée au DAC et qu'il y a une identité d'une personne qui est associée à cette demande, eh bien, on s'oblige à faire une vérification obligatoire de l'identité de ce patient. C'est un process qui repose sur donc, un recueil obligatoire par nos assistantes médico-administratives, hein, ce qu'on appelle en acronyme les AMA, donc qui ont des professionnels qui ont des profils de secrétaire médical, secrétaire médico-social, et qui donc doivent recueillir le nom de naissance, on l'a vu, le nom d'usage, les prénoms, le numéro de sécurité sociale, le sexe et le lieu de naissance. J'oublie rien. Bon. Le process d'information au traitement des informations, donc ça c'est également un principe de qualité que beaucoup de DAC s'appliquent, c'est-à-dire qu'on va en plus recueillir auprès de la personne qu'elle ne s'oppose pas à l'usage, enfin déjà à l'intervention du DAC, mais qu'elle ne s'oppose pas non plus au recueil des informations de ces données personnelles sur l'outil régional e-parcours. Et puis également, nous allons profiter de ces étapes-là pour recueillir le consentement de ce patient sur l'accès à son DMP. Puisque là, on est sur un cadre de consentement qui est différent de celui de la non-opposition. Le DMP, le patient doit donner son consentement pour pouvoir y accéder. Donc voilà, ça rappelle des informations sur le traitement, de l'information du service rendu par le DAC et du consentement pour que l'un de nos professionnels coordonnateurs puisse accéder au DMP. Donc, qui sont ces professionnels à santé escale qui sont habilités à consulter le DMP si la personne y consent? C'est le médecin, c'est les cadres de santé, c'est les coordonnateurs paramédicaux et les coordonnateurs que j'ai appelés RPPS+, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas professionnels de santé au sens de code de la santé publique, mais qui ont depuis quelque temps la possibilité d'avoir néanmoins une carte CPS en tant que professionnel RPPS+. L'autre principe qualité qu'on s'applique, c'est que si le patient décède lorsque la prise en charge du DAC est toujours active, hein, je ne parle pas des dossiers qui sont clos, un dossier clos, on ne revient pas dessus, mais si le patient décède pendant la prise en charge du patient, les transmissions sur le dossier de coordination partagé se feront avec un élément de preuve. Pourquoi on est arrivé à cette démarche-là? C'est parce qu'on a eu des événements indésirables que nous avons donc déclarés nous-mêmes, où nos coordonnateurs avaient pu être informés du décès de la personne, et c'est avéré que ce n'était pas le cas. Et donc, ça aurait pu avoir, si jamais on était connecté à des bases de données plus régionales ou nationales, plus officiellement,
avec Sphère, eh ben, on aurait finalement saisi un décès alors que le décès n'est pas avéré. Donc, on a voilà, tout un process maintenant de recueil auprès des services d'état civil municipaux directement par les assistantes médico-administratives. Également, donc là, j'ai un petit peu fait un petit schéma pour donner vraiment le primo-processus. Hein. Donc, on est vraiment en amont de toute action d'orientation ou de coordination. Là, on est vraiment sur j'enregistre le dossier, j'enregistre la demande, donc j'enregistre la demande d'appui. Si jamais l'identité du patient elle est suffisamment détaillée, on va pouvoir créer le dossier e-parcours ainsi que le dossier papier. Je rappelle qu'au sein de notre DAC, nous avons 2 traitements d'information, c'est-à-dire à la fois des dossiers qui sont dits informatisés donc sur e-parcours, Sphère, et puis d'autres dossiers qui sont les dossiers papier, sachant qu'ils doivent peu ou prou rassembler les mêmes informations, ce qui nous permet notamment de travailler en mode dégradé, ce qui nous permet aussi d'assurer une forme aussi d'accessibilité et de mobilité au dossier à tout moment. Ensuite, cette phase-là va venir se caler une phase de consolidation de cette identité du patient. Donc voilà, j'ai appelé consolidation pour ne pas employer des mots qui sont un petit peu préemptés par le référentiel identito-vigilance, de certification de l'identité, etc. Donc là, on va rester humble et parler de consolidation de cette identité. On va vérifier les traits stricts d'identité de la personne et compléter les volets, notamment sur les droits. On va vous montrer comment. Donc, on va compléter l'identité également du médecin traitant si il y a un médecin traitant qui est référencé sur ce patient et que ce n'était pas connu. Et puis sur le volet social, on va pouvoir y poser un certain nombre de droits, notamment des éléments sur l'affection longue durée et qui pourraient être communiqués lors de cette consolidation. On va systématiquement à ce moment-là, dès que l'identité va être consolidée, imprimer des étiquettes qui vont contenir à la fois le numéro de sécurité sociale INS, les noms de la personne, la date, enfin, je ne sais pas s'il y a la date de naissance peut-être, oui, il y a la date de naissance, enfin, des éléments, en tout cas, vraiment comme à l'hôpital où on colle une vignette sur l'ensemble des documents navettes qui vont circuler au sein de la structure, de sorte à éviter tout risque d'identito-vigilance, même en interne, par un brassage documentaire qui pourrait être préjudiciable. Et on va imprimer des planches d'étiquettes cette planche-là va suivre la vie du dossier tout au long de la prise en charge. Et à chaque fois qu'un nouveau document sera imprimé s'agissant de cette personne, que ce soit, j'en sais rien, moi, une synthèse, que ce soit une motivation de visite à domicile, etc., eh bien, on va coller. Attendre les assistantes que les coordonnateurs sont habilités à coller cet élément qui fiabilise l'identité sur le document papier. Enfin, dernière étape pour pouvoir s'assurer qu'on évite tout risque, c'est l'analyse et la requalification auprès du patient directement. Donc, comme je vous l'ai un petit peu exprimé tout à l'heure, elle n'est pas forcément physique, cette requalification auprès du patient. Elle peut être par téléphone, elle peut être aussi, j'imagine, dans certains cas, réalisée avec un aidant, avec des personnes qui vont pouvoir renseigner au mieux. C'est à ce moment-là qu'on va recueillir la non-opposition à l'intervention du DAC et au traitement des données sur e-parcours, au consentement sur l'accès au DMP. Et puis, on va y rajouter des choses qu'on n'a pas forcément pu obtenir lors de la consolidation malgré l'interrogation des téléservices, c'est-à-dire l'adresse email du patient, ce qui nous servira non pas pour des actions liées à l'identité, mais ce qui nous servira potentiellement pour faire des enquêtes ensuite de satisfaction, et puis le lieu de naissance, qui pour le coup est un élément qu'on retrouve parfois difficilement. Vous avez demandé au niveau de procureur, vous avez demandé cette information. Voilà, et ça fait partie de toute façon des éléments qui, si jamais il y a une demande de mesure de protection qui est réalisée par le DAC, qui de toute façon vont être demandées par le procureur. Donc on peut à ce moment-là faire
quand il y a cette requalification, demander, c'est peut-être des pistes à avoir, hein, la copie des pièces d'identité, que ça soit directement auprès du patient, ça pourrait être également auprès d'un professionnel qui est déjà autour du cercle de santé de ce patient. Mais en tous les cas, on essaie d'avoir un maximum de documents preuves. Et puis donc la petite, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est cette petite parenthèse sur le décès. Et donc le certificat de décès ou l'acte d'état civil est désormais dans nos procédures dès lors qu'il y a un patient qui décède pendant la prise en charge du DAC. Alors comment on fait ça? Parce que là, il y a pas mal d'actions qui sont réalisées. Comment on fait ça? On n'avait pas, dans l'état actuel de Sphère, on ne peut pas accéder au téléservice, hein, on ne peut pas accéder à ce que nous avez montré sur Itineo, et ce qui va, je pense, nous faciliter grandement la tâche. Mais donc on a trouvé une autre solution qui consiste à, bien sûr, déjà réaliser en interne des procédures liées à cette démarche qualité interne sur l'identitovigilance. Donc, on a beaucoup de procédures, hein, qui sont, vous voyez, je vais que je n'ai pas tout ici, mais en tous les cas, qu'on pourrait vous partager aussi. Une checklist qui est très intéressante de la part pour nos assistantes médico-administratives. Je vais vous en montrer l'exemple de cette checklist-là. Je pense que vous la voyez, hein. Donc, on voit ça, c'est une checklist finalement qu'elles impriment à chaque fois et qu'elles implémentent dans chaque dossier ouvert, où elles vont renoter un certain nombre de choses. Vous voyez, coller l'étiquette, ça démontre bien on colle ici l'étiquette dès lors qu'on l'a créée. Mais on voit ici qu'il y a toutes des étapes d'enregistrement et création de dossiers avec des nommages très, très, très stricts sur les documents. Le prénom, nom d'usage, nom en majuscule obligatoire, hein, clin d'œil à Isia, vous voyez, on a déjà intégré un certain nombre de pratiques. Et puis ensuite, toutes les étapes, les accusés réception, l'étape du dossier papier, l'étape d'analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on va demander l'adresse email, on va demander les noms de naissance. Donc tout ceci leur permet de s'assurer finalement qu'elles n'oublient pas un élément qui va fiabiliser l'information sur le dossier. Donc ensuite, il y a des choses très internes après, hein, mais on voit qu'on arrive finalement jusqu'à la fin d'accompagnement et jusqu'à la notion d'archivage. Donc on est vraiment sur une checklist qui va suivre toute la vie le dossier en interne. Effectivement, à Santé Escale, dans le cadre de notre démarche qualité, suite à une dizaine d'événements indésirables sur l'identitovigilance en 2023, voilà, on a amélioré nos process qualité sur l'identitovigilance et construit des outils qui nous aident au quotidien à bien respecter Exactement. Donc, en fait, partant de ces événements indésirables, on s'est aperçu qu'on avait besoin quand même, on avait une difficulté que l'ensemble de mes collègues de la région connaissent, c'est-à-dire que c'est d'accéder à l'information et au plus tôt de la demande d'appui. Et où on nous parle de quelqu'un qui on nous dit souvent son nom d'usage, on nous dit rarement son nom de naissance, on nous dit peu ou prou où elle habite. La date de naissance, idéalement, ça y est, mais voilà, enfin, en tout cas, on reconstruit, on a quand même une petite étape de reconstruction des informations relatives à l'identité. Et pour finalement s'assurer qu'on parlait bien de la bonne personne, on a décidé donc d'aller consulter les téléservices des assurances maladie obligatoires sur la consultation des droits, qui sont une source, alors, relativement fiable parce que, bien sûr, c'est la base de données des assurances maladie obligatoires, mais qui c'est pas le téléservice de l'INSEE, mais en tous les cas, ça nous permet quand même d'aller chercher un certain nombre d'informations relativement à jour. Donc, le site de ce téléservice-là, donc qui s'appelle CDR, Consultation des droits.
Donc, c'est un service en ligne gratuit. Il est accessible avec un navigateur Internet et de façon sécurisée grâce à une carte de professionnel de santé ou de la santé, donc type CPX. Donc, ça veut dire que c'est CPE ou CPS. Et il est ouvert à certains établissements de santé et à l'ensemble des centres de santé. Certains établissements de santé, donc là, je n'ai hélas pas pu faire l'essai avec une carte CPE d'un CRT, puisqu'un CRT est un établissement dispose d'un finesse médico-social, alors que les DAC disposent d'un finesse sanitaire. Donc moi, de toute façon, quand on avait pensé ça, je ne voyais aucun obstacle à ce que le DAC puisse aller chercher l'information sur le CDR grâce à son finesse sanitaire. Et donc, toutes les CPE associées à un DAC ont accès à cette information, à l'instar de tous les établissements de santé. En revanche, pour les CRT, on va faire prochainement des tests et on diffusera cet enregistrement aux collègues des CRT de toute façon, mais on va aller faire des tests avec Pauline Gallou, qui vient de recevoir sa carte CPE. Elle n'en avait pas l'usage jusqu'à présent, et donc elle vient de recevoir sa carte CPE, donc on va pouvoir réaliser des tests prochainement. Toutefois, pour que les CRT puissent quand même imaginer qu'ils ont quand même des droits, c'est que des CRT qui ont des professionnels de santé, les professionnels de santé peuvent avoir une carte CPS, les professionnels de santé, via leur carte CPS, peuvent parfaitement accéder au téléservice de la consultation des droits. Donc, c'est un service qui a pour objet initialement de fiabiliser la facturation. Hein, c'est pour ça que je l'avais connu dans des exercices antérieurs en établissement de santé. Et il a l'avantage pour nous, parce qu'il permet, en l'absence de la carte vitale de l'assuré, ce qui est notre cas, de consulter ses droits à l'assurance maladie obligatoire, et ce, quelle que soit sa caisse d'affiliation. En règle générale, on est bien sûr sur un régime général hein, de l'assurance maladie à 95%, mais voilà, on a tous hein, ceux qui sont à la MSA, ceux qui sont à la MGEN, ceux qui sont à l'ordre des notaires, etc. Enfin, en tout cas, il y a des choses, des particularités qui, de toute façon, nous enquiquinent, la SNCF, exactement. Donc, les informations sur un patient sont communes à toutes les caisses d'affiliation, et donc ça permet. Donc, on y retrouve l'identification, les droits, l'exonération du ticket modérateur et la présence ou non d'un médecin traitant. Donc, c'est quand même déjà beaucoup d'informations. Comment ça marche? Donc, présence d'une carte de professionnel de santé, on l'a dit. Donc, c'est soit CPE, CDE, donc les cartes de directeur, CPS, et puis les CPF dont je n'ai pas forcément connaissance. Des composants techniques inclus dans le package CDR, donc ça, on va vous faire une démonstration tout à l'heure. C'est très simple d'installation. Et d'ailleurs, on vous fournira tous les liens qui vous permettent en quelques clics d'installer le certificat sur un poste informatique. Hein, ça se fait sur un poste informatique des professionnels qui, dans votre organisation, seraient habilités à consulter les droits en ligne. C'est vraiment n'importe qui peut le faire. Hein. On a accueilli récemment une professionnelle, ça a été installé très rapidement. Ça sous-entend simplement qu'on ait un lecteur de cartes et on en reparlera aussi. Voilà pour la théorie. Est-ce que sur cette théorie, je remets le truc, je remets la visio, est-ce que cette théorie, ça va? Philippe, moi j'ai une question sur les cartes. Oui. Notre médecin a une carte CPS. On a été en grande discussion avec la Sécu pour les cartes CPS de nos référents, enfin nos coordonnées de parcours, ceux qui sont infirmiers, puisque du coup les références on ne peut pas. Ce qui nous a embêté avec Sarah, c'est que du coup ils sont enregistrés avec leur RPPS, jusque-là pas de souci, mais après c'est leur adresse mail personnelle. Et donc, quand ils reçoivent des notifs, ils leur reçoivent sur leur notif d'adresse personnelle. Du coup, on n'est pas allé plus loin. Du coup, si j'entends, toi, tu as quand même été jusqu'au bout. Oui, alors justement, donc ça peut faire l'objet de la suite. Hein, donc, il y avait une autre personne qui levait la main. Je vais te répondre dans les prochaines slides et tu vas voir que les choses peuvent se résoudre facilement. Il y avait une autre main, non? Non, c'est Gaël qui faisait un pouce levé parce qu'il disait que c'était très bien. Mais Marilyn, pour répondre à ta question, tu vas voir que en fait, les choses se résolvent assez facilement. Donc, cette mise en œuvre opérationnelle, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Sandra Delfos et à Isabelle Gaillard d'être
présente à nos côtés. Déjà, une carte, nous, on utilise, pour accéder à ce service-là, on utilise la carte CPE. Pourquoi? C'est parce que dans notre organisation interne, finalement, vous avez vu que cette action-là, elle intervient lors de la construction du dossier et on a systématisé l'interrogation de la consultation des droits en ligne au moment de la création du dossier. Donc, c'est vraiment une tâche, pour le coup, dans notre organisation dite médico-administrative. Il aurait pu se poser la question dans une autre organisation, si jamais c'était les coordonnateurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient paramédicaux ou qu'ils soient travailleurs sociaux, etc., qui réalisent cette action. Dans notre organisation, ça ne se posait pas. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que si jamais dans vos organisations, vous avez des professionnels qui détiennent une carte CPS, eh bien, ils ont la possibilité tout de suite d'aller consulter les droits en ligne d'un patient. Les cartes CPE, elles sont destinées aux salariés qui ne sont pas éligibles à la carte CPS. Donc, autrement dit, déjà le directeur, moi, je n'ai pas à avoir de carte CPS parce que je ne rentre même pas dans le RPPS+. Et puis, nous avons donc des secrétaires médicales, secrétaires médico-sociales, et elles, voilà, a priori, elles n'ont pas accès aux cartes CPS. Donc, on a donné des cartes pour ces professionnels non éligibles. Notre adjointe de direction a également une carte CPE parce qu'elle est mandataire et je vais vous expliquer la nuance. Donc, elles sont associées à une personne de manière définitive et elle est nominative. Alors, on peut avoir aussi des cartes qui ne sont pas nominatives, mais pour l'usage que nous, on en fait, en tous les cas, je crois qu'en plus, c'est réservé à certains établissements, notamment qui font de la facturation. Mais en tous les cas, nous, on s'assoit sur des cartes, on s'appuie sur des cartes qui sont CPE nominatives. Donc, leur attribution, ça relève de la responsabilité de l'établissement. Donc, c'est un peu la différence, Marilyn, avec les cartes CPS, où les cartes CPS, eh bien, elles sont finalement de la responsabilité pour les professionnels de santé à ordre. Elles sont de responsabilité de l'ordre de ces professionnels. Et pour les professionnels de santé, code santé publique, qui ne sont pas à ordre, elles sont sous la responsabilité de l'ARS, me semble-t-il, c'est le cas des diététiciens. Par exemple. Et puis pour les autres, les nouveaux détenteurs de CPS, donc ce que j'ai appelé moi les CPS RPPS+, pour le coup, là, il y a une action qui est de la responsabilité d'établissement sur l'enregistrement de ces professionnels au RPPS+. Donc c'est un statut un petit peu hybride. Mais en tous les cas, pour la CPE, carte de personnel d'établissement, eh bien, c'est la responsabilité de l'employeur. Et donc, on a les professions qui sont concernées. Donc, en règle générale, les secrétaires médicales, c'est notre cas, des membres du personnel d'une pharmacie, si jamais on est dans une officine, du personnel administratif, etc. etc. Donc, les détenteurs d'une carte CPE peuvent se connecter à certains services Sésame Vital. C'est ce qu'on a. Donc, nous, le Sésame Vital qu'on a, qu'on consulte, c'est le CDR. Exclusivement, c'est la seule chose que nous faisons. Je n'ai pas à ma connaissance, Isia, de possibilité de connecter sur un web service INSI à partir d'un portail web. Je crois qu'il n'y a que des solutions intégrées à des logiciels. Oui, c'est tout à fait ça, hein. L'interrogation du téléservice INSI, elle se fait toujours par le biais d'un autre logiciel, que ce soit Itinéo, via Trajectoire, le DPI de l'établissement, etc. Voilà. Donc là, à la différence du Sésame Vital CDR, consultation des droits en ligne, eh bien, où là, on peut accéder simplement à partir d'un navigateur. Donc, dans un DAC, par exemple, c'est vraiment ce que je vous ai décrit tout à l'heure. On a un coordonnateur paramédical ou un médecin qui vont se connecter, si l'organisation le souhaite, au Sésame Vital CDR avec leur carte CPS, avec le DMP avec leur carte CPS. La carte CPE ne permet pas l'accès au DMP. Nous ne sommes pas professionnels de santé, nous sommes professionnels d'établissement. Donc, avec une carte CPS, infirmier ou médecin délivrée par leurs ordres professionnels. Les autres professionnels de santé sans ordre recevront leur carte CPS via l'ARS et ce seront des cartes dématérialisées.
On a le cas, nous, on a une cadre de santé qui est diététicienne, et elle a une carte dématérialisée. Et un coordonnateur non paramédical, donc par exemple un travailleur social ou un coordonnateur qui ne ferait pas valoir ses droits qui ne ferait pas reconnaître dans sa pratique, dans son organisation le fait qu'il soit infirmier, hein, un infirmier qui ne souscrirait pas à l'ordre des infirmiers par exemple, et bien lui il serait donc comme un coordonnateur non paramédical, et donc il se connecterait uniquement, enfin non, il se connecterait pardon, au service Sésame Vital CDR avec sa carte CPS RPPS+, et également au DMP, puisque la matrice d'habilitation du DMP a évolué et qu'elle permet maintenant désormais à des professionnels RPPS+, de pouvoir consulter un certain nombre d'informations, qui est différente de celle des infirmiers et des médecins, mais qui somme toute, permet déjà d'accéder à beaucoup d'informations en termes de coordination. Un salarié administratif, secrétaire médico-social, donc c'est notre cas chez nous, le directeur, moi-même, on ne bénéficiera que d'une seule carte CPE uniquement, et donc nous n'aurons pas accès au DMP. C'est clair, Marilyn, sur ta question là? Ouais, ce qui veut donc dire que on peut commander avec Sarah des cartes CPS, RPPS+, pour nos coordos et rêves sociaux. Pour les coordonnateurs qui sont donc travailleurs sociaux ou qui ne sont pas inscrits à l'ordre, oui. Et puis, nous, tous nos infirmiers sont inscrits à l'ordre. Ben dans ce cas-là, la seule façon pour eux d'avoir une carte CPS, c'est de passer par leur ordre. Et oui, c'est une action individuelle. Et oui, il appartient à l'employeur de finalement veiller quand on emploie un infirmier, l'employeur a l'obligation de s'assurer que l'infirmier est bien inscrit à l'ordre en informant l'ordre qu'il emploie un infirmier. Et donc, c'est cette action-là qui va permettre aux professionnels de recevoir sa carte CPS. Nous, quand on fait un contrat de travail sur les infirmiers, par exemple, on le fait en 3 exemplaires, un pour le salarié, un pour l'entreprise et un pour l'ordre des infirmiers, de sorte à ce que l'ordre des infirmiers veille au fait que l'infirmier en question payera bien sa cotisation à l'ordre des infirmiers et recevra sa carte CPS. Ouais, nous aussi, c'est ce qu'on fait. On envoie systématiquement le contrat à l'ordre dès qu'on embauche un infirmier. Nous, ce qui nous dérange plus avec Sarah, c'est que du coup, les notifications sont envoyées sur l'adresse mail personnelle de notre collaborateur, avec les noms des... Sarah, non, il n'y a pas le nom qui apparaît, mais tu peux te connecter tout de suite dessus, je crois. En fait, voilà, c'est parce que du coup, c'est raccroché aux données que tu donnes quand tu t'inscris à l'ordre, qui sont des données personnelles. Mais en revanche, sur ce que disait Philippe, c'est que finalement, avec la carte CPE, on pourrait aussi avoir accès à certains éléments, hormis le DMP, qui pour le coup, lui, n'est absolument pas accessible avec cette carte. Mais on repart sur un fonctionnement d'établissement et pas de professionnel, d'individu nominatif. Oui. Mais après, dans une structure, il appartient, voilà, quand un infirmier est employé, si jamais il est autorisé à interroger le DMP parce que le patient a consenti, il agit dans le cadre de la structure. Donc, la charge de la responsabilité, elle est celle de l'infirmier, elle est pas celle de l'employeur. Isia. Oui, juste pour précision, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, quand on est infirmier et qu'on veut obtenir sa carte CPS, si on est bien inscrit à l'ordre, c'est juste un formulaire à remplir sur le site de l'ANS, l'Agence du numérique en santé, où on peut s'y connecter avec France Connect. On fait sa demande de carte et elle arrive assez rapidement. La carte arrive dans un pli à l'adresse postale que vous avez renseignée auprès de votre ordre. Et le code à 4 chiffres, il arrive dans un second pli, généralement 24 heures plus tard, pareil, à l'adresse postale renseignée auprès de l'ordre. Donc, excellente transition, puisque voilà, donc, sur le schéma des cartes CPE, c'est à peu près la même chose. Donc, pour mettre en place les cartes CPE dans une structure, c'est assez simple et je dois dire que les services Sésame Vital sont bien plus réactifs que ce que j'ai pu connaître il y a de nombreuses années. Donc, je ne sais pas s'ils nous entendront un jour, s'ils nous écoutent, mais en tous les cas, il y a vraiment c'est très réactif. On reçoit les cartes très rapidement. Donc là, mais par contre, il y a 2 étapes primaires à réaliser. D'abord, c'est qu'il faut que la structure contractualise avec l'Agence du numérique en santé. Donc ça, c'est une étape vraiment
fondamental, il ne peut rien se déclencher sans ça. Et de façon concomitante, hein, inutile d'attendre finalement que la contractualisation soit validée avec l'ANS pour pouvoir passer à cette deuxième étape, c'est commander la carte du représentant légal de la structure. Donc, en fonction finalement des délégations que les directeurs de DAC ont, le représentant légal va être soit le président, soit directement le directeur général si la délégation. Mais en tous les cas, voilà, il faut faire cette démarche-là. Les formulaires, vous pouvez directement les télécharger si vous le souhaitez, les avoir en format, vous voyez, le formulaire de contrat d'adhésion, il est ici. Quand vous cliquez sur le lien, je vous fournirai le document. Contrat d'adhésion, il est ici, tout simplement. Et puis le formulaire 101 du représentant légal, c'est ici. Bien indiqué, bien sûr, le finesse de rattachement, puisque, comme on l'a dit, selon le finesse mis, eh bien, il peut y avoir une différence de droit qui est accordée. Philippe, excuse-moi, oui. est-ce que tu sais si moi j'ai commandé la carte CPS, donc j'ai fait un contrat avec l'ANS pour notre médecin. Est-ce que tu sais si ça vaut pour les CPE et les CPS ou faut en faire deux différents? Il suffit de savoir si tu as contractualisé à l'Agence numérique en santé, parce que la carte CPS du médecin, elle est attribuée également par l'ordre. Moi, par exemple, les médecins, quand ils sont… Non, c'est moi qui l'ai faite à l'ANS, sa carte. Ouais, c'est étrange parce que normalement, les médecins sont complètement autonomes avec leur ordre sur la carte CPS. En tous les cas, bon, il faut veiller à ce que cette phase de contractualisation soit faite. Tu peux toujours interroger l'ANS pour savoir s'ils ont enregistré ta contractualisation ou pas. Et puis, on peut le faire aussi sur démarche simplifiée. Moi, j'ai tout fait par démarche simplifiée, c'est bien plus pratique. Donc, vous avez également ici la possibilité d'accéder au formulaire donc contractualisation et le formulaire F101 directement sur démarche simplifiée, ce qui permet voilà, d'avoir ça. Quelques semaines après, c'est très, très, très rapide, hein, des fois c'est quelques jours, vous recevez, donc le directeur reçoit une carte qui est, voilà, moi j'ai exactement la même, sauf qu'il n'y a pas Hôpital du Parc, il est marqué Santé Escale 41, carte de directeur, avec les numéros, le matricule qui vous est attribué sur votre carte CPE. Ce matricule, il va être différent pour chaque professionnel, avec une date d'expiration, puisque ce sont des cartes dont ils vont demander le renouvellement. Ensuite, la nouvelle étape, une fois que vous avez votre carte de directeur, ou si votre président a sa carte de responsable légal, c'est ensuite de commander les cartes nominatives pour un salarié de la structure. Donc ça, soit vous remplissez le formulaire 301 qui se trouve sur la liste des formulaires de l'ANS que je vous ai listé, soit vous accédez à ce site-là qui est le TOM e-service. Voilà, vous cliquez là-dessus et ça vous permet, en vous authentifiant, eh bien, ça vous permet de gérer l'ensemble de votre parc de cartes CPE. Donc, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, on va les passer en revue. Ça permettra aussi de désigner, alors ça, le formulaire 301 comme le TOM e-service va permettre de désigner un mandataire. Donc, un mandataire, c'est quoi? C'est celui qui va avoir le droit de gérer le parc de cartes CPE en lieu et place du représentant légal. Donc, par exemple, moi, j'ai désigné comme mandataire l'adjointe de direction. L'adjointe de direction, puisqu'elle est responsable RH, eh bien, elle a inclus dans son process RH la commande de cartes pour les professionnels qui devaient en avoir une, puisque chez nous, tout le monde n'en a pas une. Mais ça peut être, voilà, ça peut être désigné comme mandataire le directeur de l'association du DAC, si jamais c'est le président qui, lui, est le représentant légal. Donc ça, ce sont des actions à faire. Ne cochez pas la case lot de feuilles de soins électroniques FSE, parce que des fois, ils vous posent la question. Ça, c'est des cases qui ne nous concernent pas, puisqu'il s'agit des feuilles de soins électroniques. Et puis, bien sûr, indiquer le finesse, car, comme je l'ai dit, il peut déterminer des droits différents sur ces âmes vitales, notamment, puisque les DAC ont un finesse sanitaire. Donc, la carte CPE, quand on se connecte à ce fameux tom.iservice.isanté, on peut se connecter soit avec ProSanté Connect, soit directement avec la carte CPX. Donc, puisque je suis représentant légal, je peux insérer ma carte dans mon lecteur de carte. Et je peux, voilà, comme l'a dit Isia, on reçoit la carte et dans un autre pli, on reçoit le code PIN de cette carte, comme un pli de carte bancaire. Et donc, c'est un code qui est personnel et que vous allez pouvoir conserver. Et donc là, on voit, ça se présente comme ça. Donc, on se connecte et puis on tombe, vous voyez,
dossier en cours, commandé, gérer la structure, gérer les titulaires, gérer les cartes, suivi du parc, etc. Et ça rappelle votre numéro de contrat qui se trouve ici. Mais ça, c'est très important que ce soit le représentant légal ou un mandataire qui le réalise, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Pour commander les cartes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous vérifiez voilà, que vous faites commander tout simplement. Vous vérifiez bien que vous êtes bien identifié. Donc là, on voit que c'est le DAC 41 avec son numéro de finesse qui est indiqué. Et puis, ensuite, j'y viens, vous mettez ensuite l'identité du professionnel. Donc, il faut sélectionner carte nominative, hein, on a vu. Et puis ensuite, alors un petit conseil, c'est que nous, dans l'identifiant, puisqu'il demande un identifiant, nous, on rentre notre matricule de registre de personnel. Ça permet de toujours être d'équerre avec finalement le rapprochement RH et puis la gestion des cartes. Et puis ensuite, on remplit les noms avec le nom de naissance, voilà, de la personne qui doit être indiquée, puisqu'on vient sur le site de l'ANS, ils font nom de famille et nom d'usage, donc il faut bien pouvoir marquer les deux différents. La commande ensuite, voilà, vous suivez, vous rattachez bien sûr l'adresse de correspondance et l'adresse d'envoi des codes. Nous, on met toujours celle de l'établissement puisque c'est celle qui apparaît. Et donc, en cas de… Et puis, vous pouvez cocher ici mandataire, oui, non. Donc, si jamais vous voulez désigner, par exemple, votre première carte de directeur, si jamais c'est le président qui était représentant légal, eh bien, il faudrait cocher oui. Et là, vous receviez une carte avec la capacité de commander d'autres cartes. Si jamais on coche la case mandataire, il sera demandé des pièces justificatives, notamment la copie de la pièce d'identité du mandataire. Voilà, et puis donc on valide tout ça, on termine la commande, on peut rajouter des cartes, on peut faire une commande de plusieurs cartes en même temps, c'est pas forcément à l'unité. Et puis ensuite, le code et la carte, la carte et le code confidentiel sont adressés par courrier postal dans 2 plis distincts. Alors, nous, le conseil, de la retour d'expérience, c'est que notre service RH va faire une photocopie de la carte CPE des réceptions. Il va ouvrir l'enveloppe où il y a la carte CPE. Il va en faire une photocopie qu'il mettra dans le dossier RH de la personne. Ça nous permet de connaître le numéro d'identification CPE. Et il va ensuite distribuer la carte au professionnel. En revanche, le pli confidentiel, on ne l'ouvre pas. On le remet en main propre au professionnel qui détient la carte. Et puis, en fin de parcours, c'est-à-dire fin de parcours, c'est le départ d'un collaborateur de la structure, eh bien, on prend soin de désactiver la carte CPE à la fin du contrat du salarié pour des raisons évidentes de sécurité, puisque sinon, la personne pourrait toujours avoir le loisir de se connecter. Sur comment ça fonctionne ensuite les cartes, eh ben, c'est très simple. Il suffit de vous doter d'un lecteur de cartes CPS CPE que vous pouvez trouver chez n'importe quel vendeur en ligne notamment, hein, mais pas que. Vos fournisseurs des fois d'informatique peuvent également vous fournir des lecteurs de cartes. Il faut compter environ une trentaine d'euros toute taxe pour pouvoir trouver. Je vous ai mis là deux modèles relativement courants dans notre milieu. Donc, pour info, des fois, la Sécu peut les fournir gratuitement. Oui. Nous, ça a été le cas. Parce que c'est un médecin. Oui. Ils sont venus lui installer et tout. Ils ont passé une après-midi avec lui. Hein. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il y a un côté, voilà. Mais en tous les cas, pour les services de santé, l'assurance maladie ne fait pas ce type de prestation. D'accord. Là, il faut vraiment se doter. Il n'y a pas d'accompagnement particulier. Il faut vraiment s'équiper soi-même. Les établissements de santé sont autonomes dans leur gestion de leur carte. Ok. Ensuite, dernière étape, une fois que vous avez tout ça, eh bien, vous pouvez vous-même, déjà si vous avez votre carte de directeur, vous pouvez le faire. Hein, moi, je l'ai fait tout de suite pour voir si ça fonctionnait. Vous pouvez aller installer le certificat ANS directement sur votre portail web. Donc, vous allez, je vous fournirai les liens qui sont ici. Hein, puis surtout, on va vous les montrer ensuite en pratique. Et là, j'ai un certain nombre de dossiers. Donc, j'ai à la fois un diagnostic CPS, un outil de diagnostic,
et un test de la librairie CryptoNS. Donc, en fait, ça vous permet de savoir si vous êtes bien, si vous êtes bien installé, etc. Si jamais ce n'est pas le cas, quand vous faites votre outil de diagnostic, vous lancez le diagnostic et puis il va vous dire voilà, qu'il faut télécharger, télécharger CryptoLib CPS. Alors moi, je suis sur Mac, mais ça serait sur PC. Et vous téléchargez, vous installez et c'est fini. En fait, voilà, et vous pouvez ensuite revenir là-dessus, refaire le test. Et là, le test, il va vous demander votre code PIN de la carte CPE et il va vous mettre des pastilles vertes pour vous dire que tout fonctionne normalement. À partir de ce moment-là, eh ben, vous êtes paré. Donc là, je vous ai mis les liens directement, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer à la fois pour faire les tests, à la fois pour télécharger éventuellement, lancer le diagnostic, voilà, pour pouvoir réaliser l'installation. Ça marche facilement sur Chrome, en tous les cas sur les PC, il n'y a pas de souci. Ceux qui utilisent des Mac, il n'y a que Firefox qui est compatible avec le certificat de l'ANS. Et ensuite, vous accédez au portail. Voilà, donc ça c'est le lien CDR et on va faire une démonstration. Donc je vais laisser Sandra se connecter. Je vais arrêter mon partage. Et vous allez voir qu'en cliquant sur le lien qui est là, eh bien, vous allez pouvoir voir plein de choses. Donc, une fois que vous êtes paré, il vous suffit d'aller sur ce lien et puis là, vous retrouvez votre carte. Cliquez sur OK. Il vous demande le code PIN. Et voilà, vous accédez au portail pour consulter les droits de l'assuré. Donc là, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous avez un dossier, on vous dit que c'est Madame Michu, et Madame Michu, vous ne savez pas où elle est. Section de la demande d'appui, on va cliquer directement sur le premier bloc parce que ça se sépare, il y a un grand bloc, puis la MSA, la MGEN, et ainsi de suite. Donc, il faut tous les faire, c'est ça? Il faut tous les faire. Procéder par élimination, en fait, du plus courant. Et aussi en fonction du lieu d'habitation de la personne. Des fois, ça peut aussi aider. Deux façons de rechercher les droits santé avec l'identifiant NIR si vous l'avez directement, ou nom et prénom, sachant que la date de naissance n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de la renseigner quand il y a beaucoup d'homonymes. Mais néanmoins, si jamais vous ne la renseignez pas, vous avez une liste de personnes qui portent le même prénom. Et si vraiment il y a trop de bénéficiaires, on a un petit message qui arrive en bas qui nous demande de renseigner la date de naissance parce qu'il y a plus de 20 bénéficiaires. Donc après, on fait la recherche. Si on ne trouve pas dans le régime général, vous revenez sur le portail, vous allez sur les autres caisses et tout est déjà enregistré. Il n'y a pas besoin de ressaisir. Voilà. Et on recherche. Et à chaque fois, vous retournez et vous cherchez la MGEN. À la date des soins, ça correspond à la date de recherche d'aujourd'hui. Voilà. Pour la petite histoire, un jour, on cherchait à savoir, à qualifier l'identité d'une personne. Et quand on la faisait apparaître, elle n'avait aucun droit. On l'a trouvée, il n'y avait aucun droit. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a changé la date des soins, on a mis une date des soins antérieure. Et là, tous ces droits apparaissaient. Et on a simplement découvert fortuitement que la personne était décédée. Et qu'en fait, on nous avait prévenu trop tard. Ça peut être le cas aussi si la personne change de régime d'assurance maladie. Parfois, on les retrouve en doublon au régime général, à la MSA. Donc, une fois que vous avez là, donc ça nécessite un petit peu de recherche. Néanmoins, c'est quoi votre retour d'expérience? C'est que vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas? On y arrive. On a quelques problèmes avec les noms composés, quand même. Des fois, c'est renseigné avec un tiret, des fois sans tiret. On a eu le cas d'un Jean-Pierre qui, du coup, c'était J-Pierre. Mais voilà, quand c'est les noms composés, on sait qu'on doit quand même creuser un peu plus et essayer de rechercher avec et sans tiret. Et ce qu'on obtient, donc si je reprends la main sur le partage, ce qu'on obtient, c'est
c'est ça. On vous a mis des choses donc un résultat. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écran là. Donc, on obtient ça, c'est-à-dire qu'on va apparaître ça qui est prêt à imprimer, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite, nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on le transforme en PDF, enfin, on l'imprime en PDF et on le met dans Sphère. Comme ça, on a dans notre gestion documentaire du patient, on a à date, finalement, quasiment l'attestation vitale de la personne. Et puis ensuite, on peut aussi l'imprimer facilement. Donc, on retrouve ça, on va avoir l'identifiant qui va apparaître ici. Si jamais il n'était pas connu, il va apparaître. Donc, ça va nous permettre d'obtenir le NIR et de le rechercher avec nom de naissance et prénom. On a le nom de famille, le nom d'usage. Donc, si jamais, pour le coup, ils étaient différents, on va pouvoir nous requalifier dans Sphère, remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que tiens, ce qu'on croyait être le nom de famille, c'est en fait le nom d'usage, etc., etc. Les prénoms. Et puis, ensuite, on a toutes les rangs de naissance, etc., les caisses de gestion, etc. Et là, on va avoir les informations donc, sur le régime de base, sur l'exonération potentielle du ticket modérateur, avec là, pour le coup, une affection liste. Donc, par contre, le type d'ALD, on sait que la personne est en ALD, mais le type d'ALD relève du secret médical de la caisse. Et donc, là, pour le coup, c'est une information que le patient doit vous délivrer lui-même ou son médecin traitant. Dans tous les cas, c'est une information sur laquelle on n'aura pas accès directement, mais on va savoir quand même qu'il y a une ALD. Et quelle que soit la carte, tout à fait, même avec une carte professionnelle de santé, ce n'est pas possible. C'est une information très confidentielle de la caisse. Et puis voilà l'information. Et enfin, le médecin traitant, ce qui est très intéressant parce que dans beaucoup de cas, nous ne savons pas qui est le médecin traitant avec qui les DAC doivent concerter. Et là, on voit apparaître l'identité du médecin traitant. C'est le médecin traitant déclaré auprès de l'assurance maladie. Vous savez qu'il peut y avoir de temps en temps quelques atermoiements. Pour un mineur, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que, comme ça a été dit, on a ce qui va apparaître, c'est qu'on va avoir le NIR connu ou le nom, prénom, etc. Et ensuite, on va avoir l'ensemble des bénéficiaires liés à ce numéro de sécurité sociale, donc du parent souvent. Et là, on va pouvoir ensuite choisir de quel enfant il s'agit. Est-ce que c'est Angélique, Théo ou Jade? Sachant que leurs noms peuvent même être différents, ce qui était le cas ici. Et leur date de naissance qui va apparaître. Et donc, cette information nous permet d'avoir quand même une forme de qualification de l'identité et de ne plus avoir d'événements indésirables liés de notre côté à l'identitovigilance, sauf à les erreurs ensuite internes, inhérentes à chaque organisation, c'est-à-dire que l'erreur est humaine et qu'ensuite, il nous reste… Voilà. Voilà. Alors, essayez d'être le plus concret possible. Dans le document, vous avez tous les liens. Ça se fait très simplement. L'arrivée des cartes, chez nous, elle a été simple. Comme l'a dit Isabelle Gaillard tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous connectez la carte à votre ordinateur, eh bien, vous allez voir que même Sphère, pour s'ouvrir, il va vous réclamer le code PIN. C'est-à-dire que tous les logiciels sont déjà, que ce soit Sphère ou demain Itineo, ils sont déjà préconçus pour aller interroger les éventuels certificats d'identité des professionnels de santé qui utiliseraient l'ordinateur. Et donc, nous autres, maintenant, en tout cas les assistantes administratives, moi-même, quand on se connecte à Sphère, c'est notre code PIN qui nous est demandé parce qu'on a notre carte qui est branchée un petit peu en permanence. Et puis l'autre question donc, se posera, nous, demain, sur le déploiement des cartes CPS pour le coup, parce que c'est sur l'accès au DMP que celle-ci nous intéresse. En tout cas, c'est la pratique qu'on en a. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des questions. Et je ne sais pas ce qu'en pense le grade sur est-ce que c'est constitutif en tous les cas d'une
est-ce que ça a quelques vertus pour reconstruire l'identité des personnes lorsqu'elles sont un petit peu hasardeuses? Oui, le portail CDRI, moi je l'utilise régulièrement quand j'ai des difficultés avec certaines identités. Après, il ne faut pas oublier que c'est un peu c'est de la saisie assurance maladie, vous l'avez dit, et c'est parfois même de la saisie de l'usager lui-même. Donc, ce qui peut apparaître sur le portail CDRI peut donner un indice sur le nom de naissance de la personne ou son premier prénom de naissance, par exemple, mais ce n'est pas forcément la juste réalité. Vous parliez de Jean-Pierre tout à l'heure. Effectivement, auprès de l'assurance maladie, quand il s'est enregistré, qu'il a eu sa première carte vitale, ça se trouve, lui, il a écrit J-Pierre sur le formulaire. Bon, maintenant, les procédures sont plus strictes, mais avant, c'était comme ça. J-Pierre, et puis il peut être enregistré sous Jean espace Pierre au niveau de l'INSEE. Ça, c'est très, très régulier chez les gens âgés, notamment. Ils ont des tirets au niveau de leur premier prénom et le tiret disparaît à l'INSEE auprès de l'assurance maladie. L'assurance maladie fait énormément de francisation aussi. Des gens qui vont s'appeler Francisco sur les papiers, puis ça ressort François. Sur les noms portugais, des noms très raccourcis auprès de l'assurance maladie. Quelqu'un qui va s'appeler Pereira Rossa va ressortir seulement Pereira auprès de l'assurance maladie. Donc ça donne un indice quand même, quand des fois c'est pas clair, c'est pas net, on se dit pourquoi je le trouve pas, et en fait c'est effectivement parce que non, il s'appelle pas Camille, mais il s'appelle Philippe, voilà. C'est un bon indice, voilà. Après, c'est pas une vérité absolue. Et puis la base de l'assurance maladie, elle est pas mise à jour régulièrement non plus. Alors, nous, ça nous aide aussi, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'on a des patients qui n'ont pas de médecin traitant donc, dans le process, si effectivement il est sous le régime général, on sollicite le MISAS de la sécurité sociale, alors que s'il est au niveau de la MSA, on contacte la MSA. Donc vraiment, cette carte, elle va au-delà de l'identité-vigilance, elle rentre dans notre process absence de médecin traitant et recherche d'un médecin traitant ou d'un professionnel, quel qu'il soit, de santé. Voilà. En tout cas, c'était très clair. Merci à vous quatre de nous avoir présenté ça chez Santé Escale, et merci Isia aussi, parce que je pense qu'avec Sarah, on reviendra vers toi pour la formation de nos collaboratrices. Très bien. Pas de souci. Écoutez, s'il n'y a plus de questions d'intervention, je ne sais pas si Bruno est encore... Oui, je suis là. Moi, j'ai appris des choses. Bon, on va pouvoir, en tout cas, c'était bien de pouvoir faire ce premier point d'identito-vigilance collectivement avec tous les DAC. Et donc, on continue, et puis on va encore plus s'améliorer grâce à Itinéo, qui va être encore plus connecté. Et ça va nous faciliter la vie, parce que mine de rien, voilà, vous avez vu, c'est des tâches qui restent quand même c'est fastidieux, mais il faut, ça se fait. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci. 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 Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.